Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Franck Delpal, économiste à l'Institut français de la mode. Vous venez de publier une étude sur l'état économique de la mode en France. Cette étude est fort intéressante, il y a beaucoup de chiffres, mais il y en a un évidemment qui ressort, c'est son chiffre d'affaires assez impressionnant, 150 milliards d'euros. Tout à fait. Donc en fait, pour arriver à ce chiffre, on a analysé toutes les entreprises qui sont dans nos secteurs, qui sont localisées en France, afin de pouvoir les comparer au produit intérieur brut, donc à l'activité qui est créée en France. Et donc, en retenant toutes ces activités-là, je ne dirais pas qu'on était surpris nous-mêmes, mais quand même, c'est un chiffre qui nous a frappé. On arrive effectivement à 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'entreprises dans la fabrication, dans la distribution, qui sont en lien avec nos secteurs. Et évidemment, c'est une vision de la mode très élargie, parce qu'il n'y a pas que le vêtement dedans. Non, aujourd'hui, la mode, ça va bien au-delà du vêtement. Si vous rentrez dans un grand magasin, dans une boutique mass market, dans une boutique de luxe, vous verrez toujours des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des parfums, de la joaillerie, des montres, etc. Donc aujourd'hui, c'est tout l'univers de l'équipement de la personne qui est concerné par la mode, en ce sens que tout le monde travaille sur la création, sur les tendances, etc. Donc ça concerne bien au-delà du vêtement, toutes ces catégories de produits-là. Un chiffre d'affaires qui correspond au chiffre d'affaires réuni, ça c'est incroyable, de l'automobile et de l'aéronautique. Oui, je pense si vous parlez aux gens dans la rue, en France peut-être, ils vous diront plutôt que les secteurs importants ici, c'est le nucléaire, c'est le transport, etc. Ils ne vous parleront pas de la mode, alors qu'en fait, c'est un poids économique majeur. À l'étranger, ça c'est un peu plus. Quand vous voyagez et que vous demandez aux gens quelle marque ou quelle entreprise française tu connais, ils vont plutôt vous parler de Dior, de Chanel, que d'Areva ou d'Alstom. Donc il y a ce poids économique qui est évidemment, du fait de l'internationalisation de nos marques, est presque plus visible à l'international qu'en France. Presque 3 points de PIB, 2,7, c'est énorme. Oui, c'est tout à fait important. Et en termes d'emploi ? En termes d'emploi, donc directement concernés par nos filières, donc en France, c'est 580 000 emplois. Et si on tient compte, je dirais, de tout ce qui se passe, parce que les marques aussi travaillent avec des prestataires de services, dans le transport, dans le marketing, dans la communication, etc., on arrive effectivement à quasiment 1 million d'emplois induits par la mode et 2,7 points de PIB. Donc c'est effectivement une activité incontournable et à peu près ignorée quand on s'intéresse justement au secteur d'importance en France. Alors quand on prend par chiffre d'affaires, par secteur, ce fameux chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros, on y trouve donc du textile, du vêtement, c'est eux qui font quand même 67 milliards, mais également de la maroquinerie, de la chaussure, de l'horlogerie. Qu'est-ce qu'on en tire de ces chiffres comme enseignement ? Il y a deux segments majeurs sur lesquels la France a quand même une légitimité internationale et du coup, ces entreprises réussissent fortement dans ces univers. C'est évidemment le vêtement et le textile. On a évidemment ce legs historique de la haute couture, des marques de créateurs, etc., qui fait que nos maisons ont beaucoup de succès dans le monde entier. Et puis le parfum. On a aussi vraiment toute une économie, tout un écosystème qui existe en France dans le parfum. On a de la recherche et développement, des laboratoires, des usines de fabrication. Et puis au-delà de ça, je dirais qu'il y a un immatériel de la beauté française, de la parisienne peut-être, qui fait que les marques françaises aussi sont très très fortes à l'international et très demandées. Alors là, on est en fin de Fashion Week, et là aussi on découvre des chiffres qui sont assez impressionnants, franchement. Quand on voit qu'une Fashion Week, c'est près de 10 milliards de chiffre d'affaires en France, c'est énorme aussi. Tout à fait. Paris a un rôle un peu de plateforme internationale. Il le garde Il le garde, oui. Il y a évidemment d'autres capitales de la mode. On peut parler de New York, de Londres, de Milan. Tout à fait. Mais Paris a quand même ce leadership que la ville conserve en tant que, justement, carrefour international de la création. Il a été un peu contesté ces dernières années, ce leadership parisien sur la mode. Je pense que tout le monde a compris que la mode, de toute façon, est un secteur très intéressant en termes de soft power, donc en termes d'influence globale, et tous les pays soutiennent leur industrie de la mode. Finalement, Paris était le leader historique et effectivement, de nouveaux pays, de nouvelles villes ont tenté de remettre en question ce leadership. De fait, si on compare au niveau économique l'activité générée par ces différentes capitales, Paris est loin devant. Beaucoup de marques internationales viennent présenter leurs collections à Paris et vendent leurs collections à Paris.
C'est vraiment le carrefour global où se rencontrent les acheteurs, les créateurs, et c'est là que le business se passe. Alors, vous observez ce marché depuis des années. Vous avez cité New York, Londres, Milan, etc. Mais est-ce qu'il y a des émergents qui apparaissent, donc Brésil, Chine, sur ce marché-là? Alors, la spécificité des émergents, c'est qu'ils ont un marché intérieur extrêmement important. Nous, Français, on est condamnés à exporter parce que le marché intérieur français, il est tout petit. Ce qui explique que nos marques sont très créatives parce qu'elles doivent s'exporter, elles doivent avoir quelque chose à dire au monde entier. Quand on est un créateur chinois, un créateur indien, un créateur brésilien, déjà, il y a un marché local qui est autosuffisant et on ne voit pas forcément ces marques émerger fortement sur la scène mondiale. Mais c'est des acteurs de poids dans leur propre pays. Donc, ils vont arriver un jour ou l'autre quand même, ici en France ou en Europe, à pouvoir contester les grands leaders, essentiellement français, sur ce marché-là. Vous y pensez à ça? On est accueillant, je dirais, pour les créateurs du monde entier. Vous avez dans la Fashion Week de Paris des créateurs belges, japonais, italiens, américains, toutes les nationalités quasiment sont représentées. Et on est évidemment très curieux de voir émerger ces nouvelles générations de créateurs qui auront quelque chose d'inédit à dire, ancré dans leur culture. Mais ils doivent parler au monde entier, ils doivent être sur les standards du monde entier. Et Paris, justement, c'est un peu le juge de paix à ce niveau-là. Il faut réussir à Paris pour être adoubé par la scène internationale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise qui dure depuis un certain nombre d'années. À cela s'est ajouté en France une série d'attentats qui ont nui au tourisme mondial pour Paris. Est-ce que ça a eu un impact concret sur la mode ? Tout à fait. Je pense que notamment les activités à Paris de distribution, que ce soit les grands magasins, les magasins de luxe, etc., ont été fortement impactés par la baisse de fréquentation touristique. Ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Après, les baisses ne sont pas si importantes que ça. Elles sont indéniables, mais je dirais qu'il y a déjà un début de... peut-être plus touché que le prêt-à-porter ? Alors la haute couture, c'est assez spécifique, c'est une temporalité particulière. Il y a une semaine de la mode dédiée spécifiquement à la haute couture avec des clientes qui sont très différentes de celles du prêt-à-porter. Et ces clientes-là, en général, ont un pied-à-terre à Paris, elles connaissent la ville, etc. Et peut-être elles ont une vision plus honnête et peut-être moins influencée par tout ce qui peut être dit dans les médias. Pourtant, on a vu des chiffres, notamment sur Chanel, qui sont en baisse, quoi. En termes de développement, je dirais qu'on est plutôt sur un ralentissement de la croissance qu'une baisse en valeur absolue. Qui était très importante, c'est vrai. Déjà, voilà, on a vécu des années historiques en termes de développement, donc on ne peut pas toujours faire plutôt aussi. Plutôt un tassement, effectivement, de l'activité, en lien avec... Pardon. Non, allez-y. En lien avec justement ces événements-là. Et puis globalement, le fait que les gens vont aussi de moins en moins en boutique. Donc quand on regarde uniquement l'activité des boutiques, peut-être qu'on n'a pas toute l'image. Et il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui sur Internet et dans d'autres façons d'acheter. Ma question suivante, en ce qui concerne cette révolution numérique, ça touche aussi concrètement ce domaine-là Tout à fait. Plus fortement dans ce qu'on appelle le mass market, donc les chaînes traditionnelles qui ont été assez loin déjà dans leur développement sur le digital. Le luxe, il vient peu à peu, mais évidemment, on ne vend pas un sac à 4 000 € ou une robe à 10 000 € de la même manière. Donc évidemment, ça prend plus de temps à s'y mettre, mais globalement, c'est le sens de l'histoire. Donc tout le monde y arrive. Dans votre vision, perspective, vous imaginez du disruptif, de l'ubérisation de votre secteur, c'est-à-dire des acteurs qui arrivent comme ça, qui peuvent casser des modèles traditionnels ou pas? Alors, l'ubérisation et la disruption, ça se passe souvent dans l'univers des services. Oui. Nous, on est quand même sur une industrie qui propose plutôt des produits tangibles. Donc, c'est en général des industries qui sont plus compliquées à disrupter. Là où il peut se passer des choses, c'est sur la dimension, justement, de services apportés par les marques. Où là, il y a des plateformes, des acteurs nouveaux qui peuvent se loger entre les marques et les clients et développer une activité. Et elles sont attentives là-dessus, à ne pas se faire ne serait-ce que piquer ce marché-là de plateforme ou d'intermédiatisation avec le client ou pas? Oui, tout à fait. Elles sont sensibles. Oui, elles sont très sensibles à la manière dont leurs produits arrivent, sont vus par les clients, etc. C'est vraiment leur préoccupation numéro un. Donc, c'est un sujet central pour les marques et pour leur avenir. Alors, on l'a dit, ce qui fait aussi le succès, ces 150 milliards d'euros, c'est le fait qu'il y ait les tampons Made in France. Pour autant, c'est un secteur qui est touché
parlez de délocalisation? Je dirais qu'on a tendance à croire que l'image est plus noire qu'elle ne l'est. On a quand même aujourd'hui des grands leaders mondiaux. Et on n'a pas des grands leaders mondiaux dans tous les secteurs, mais il se trouve que nous, on en a, que ce soit Dior, Chanel, Vuitton, etc., j'en passe, qui ont eu une attitude plutôt responsable et une stratégie de développement de leur outil industriel en France. On voit que Louis Vuitton a un certain nombre d'ateliers avec à chaque fois des centaines de salariés. Chanel a aussi une attitude très responsable, Hermès également. Donc on est plutôt sur un développement de l'emploi, y compris industriel. Rien que les gens qui ont présenté là, pendant la Fashion Week, les marques françaises ont 20 000 salariés en France dans la fabrication, dans la création et dans le développement produit. Donc, et c'est des chiffres qui se développent d'année en année. Donc, justement, étant donné que le fait que le Made in France est vraiment une carte à jouer et un élément de différenciation à l'international, les marques ont eu tendance à se réintégrer, donc à racheter leurs fabricants ou à développer leurs propres unités de production pour conserver justement cette valeur ajoutée-là. Je vous remercie beaucoup, Franck Delpal, pour toutes ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, évidemment, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.